Pension Vanillos par Agatha Christie. Partie 2 du livre audio, chapitre 5. La déclaration de Poirot, à laquelle nul, certes, ne s'attendait, ne provoqua ni protestation ni commentaire. Elle fut suivie d'un silence soudain, dont le détective profita pour prendre congé, après un bonsoir collectif, courtois mais hâtif. Poirot, quelques instants plus tard, se retrouva dans le petit salon de Mrs. Hubbard, installé dans un fauteuil au coin du feu. Mrs. Hubbard, visiblement soucieuse, lui offrit une cigarette qu'il refusa poliment en expliquant qu'il préférait les siennes. Il lui en proposa une. « Merci, dit-elle, je ne fume pas. » Assise en face de lui, elle reprit après un moment d'hésitation. « Je crois, monsieur Poirot, que vous avez raison. Nous devrions peut-être remettre cette affaire entre les mains de la police, surtout après cette histoire d'encre renversée. Pourtant, j'aurais préféré que vous ne leur donniez pas votre opinion si nettement. » Poirot avait allumé une de ces minuscules cigarettes orientales. Suivant des yeux la fumée qui montait vers le plafond, il dit « D'après vous, j'aurais dû déguiser ma pensée. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, j'apprécie trop la franchise et la loyauté. Seulement, il me semble qu'il aurait mieux valu garder le silence et faire venir un officier de police qu'on aurait mis discrètement au courant, car maintenant, quel qu'il soit, le coupable est prévenu. Peut-être, sûrement, même si c'est un domestique ou un étudiant qui a passé la soirée dehors, ces choses-là se savent vite. Très exact. Et puis, il y a Mrs. Vanillos. Je ne sais pas comment elle va prendre ça. Il sera intéressant de le voir. De toute façon, nous ne pouvons pas appeler la police sans son consentement. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait frappé à la porte. Des coups secs et autoritaires. On recommença et, presque avant que Mrs. Hubbard eût d'une voix irritée crié « Entrez !» Colin McNab, la pipe aux dents et le sourcil froncé, pénétrait dans la pièce. Il ferma la porte derrière lui, retira sa pipe de sa bouche et dit « Excusez-moi, Mrs. Hubbard, mais je voudrais dire 2 mots à monsieur Poirot. »« À moi ?» Poirot semblait très surpris. « À vous, oui. » Colin empoigna une chaise par le dossier et s'assit, sans plus de façon. « Monsieur Poirot, » commença-t-il avec une certaine condescendance, « vous nous avez fait ce soir une amusante petite causerie. Je reconnais que vous ne manquez pas d'expérience, que vous avez mené des enquêtes fort diverses, mais, vous me pardonnerez de le dire, je considère que vos méthodes et vos idées sont également périmées. » Mrs. Hubbard rougit. « Colin, vous êtes d'une impolitesse !» Il protesta. « Je ne dis pas cela pour blesser monsieur Poirot, mais je veux parler net. Pour vous, monsieur Poirot, il y a le crime et le châtiment, et pas autre chose. Vous ne sortez pas de là. L'un entraîne l'autre, logiquement. Votre façon de voir, c'est celle de la justice et, ce qui est pis, de la justice à la mode d'autrefois. Aujourd'hui, les juges eux-mêmes, monsieur Poirot, savent que les mobiles d'un crime doivent, eux aussi, être pris en considération. Les mobiles, monsieur Poirot, voilà ce qui compte. » Tout à fait d'accord. Alors, monsieur Poirot, quant à ce qu'il s'est passé dans cette maison, ne convient-il pas de rechercher les causes? La question à poser, c'est « pourquoi ?» C'est bien mon avis. Il n'y a pas d'acte sans mobile, et il est très possible, en l'occurrence, que le mobile justifie l'acte. Mrs. Hubbard ne put se contenir plus longtemps. Elle dit d'un ton tranchant. « Ridicule !» Colin tourna la tête vers elle. « Non, Mrs. Hubbard. Il y a des éléments psychologiques dont on ne peut pas ne pas tenir compte. »« Des niaiseries !» répliqua Mrs. Hubbard. « Pour vous, parce que ce sont des choses dont vous ne connaissez rien. » Ayant dit, Colin revint à Poirot. « Étudiant en psychologie et en psychiatrie, ces questions-là m'intéressent et le point sur lequel je veux attirer votre attention, monsieur Poirot,
c'est que vous ne pouvez pas régler le problème de la criminalité en invoquant la doctrine du péché originel. Il faut déterminer l'origine du mal et traiter le délinquant comme un malade. Ces idées n'avaient pas cours de votre temps, et je conçois qu'elles vous paraissent difficiles à admettre. « Un voleur, c'est un voleur !» lança Mrs. Hubbard. Colline haussa les épaules, agacée. « Mes idées datent, très certainement, » dit Poirot d'une voix douce. « Mais je ne demande qu'à vous écouter, monsieur Mac Nabbs. » Colline parut heureusement surpris. « Voilà qui est bien parlé, monsieur Poirot. Je vais donc essayer de vous expliquer comment je vois les choses, et cela avec des mots très simples. Je vous en suis par avance reconnaissant. Si vous le voulez bien, je commencerai par ces souliers que vous avez restitués ce soir à Sally Finch. Si vous vous souvenez, on n'en avait volé qu'un seul. Le fait m'avait frappé, en effet. Oui, mais sa signification. L'avez-vous vu ? C'est le plus bel exemple qu'on puisse rêver. Nous avons là le complexe de Cendrillon. J'imagine que vous connaissez l'histoire de Cendrillon. Naturellement. Cendrillon, qui est le souffre-douleur de sa famille, est assise au coin de l'âtre. Ses sœurs, dans leurs plus beaux atours, sont au bal du prince. Une bonne fée permet à Cendrillon de s'y rendre également. Au dernier coup de minuit, sa jolie robe se transforme en haillon et elle s'enfuit, perdant, dans sa hâte, un de ses souliers. Dans le cas qui nous occupe, nous sommes en présence de quelqu'un qui, sans en avoir conscience, bien entendu, est un peu Cendrillon, souffrant de frustration, d'envie et d'un complexe général d'infériorité. Cette fille finit par voler un soulier. Pourquoi ? Cette fille. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que ce ne peut être qu'une fille. Colline. Le rappel à l'ordre était de Mrs. Hubbard, mais Poirot dit seulement « Continuez, je vous prie. » Pourquoi elle commet ce vol ? Il est probable qu'elle ne le sait pas elle-même. Mais le mobile qui la fait agir est évident. Elle veut être la princesse. Elle veut être reconnue par le prince et aimée de lui. Autre détail lourd de sens. Le soulier qu'elle vole appartient à une jolie fille qui doit aller à un bal. Tenant à la main sa pipe, depuis longtemps éteinte, Colline, emportée par l'ardeur de sa démonstration, faisait autant de gestes que Poirot dans ses meilleurs jours. Voyons la suite. Nous avons tout un bric-à-brac d'objets divers, qui sont tous des accessoires de la beauté féminine. Un compact de poudre, un bâton de rouge à lèvres, des boucles d'oreilles, une bague. Cela nous apprend deux choses. D'abord, que cette fille veut être remarquée, et ensuite, que, comme beaucoup de jeunes délinquants, elle veut être punie. Il ne s'agit pas là de véritable vol. La valeur des objets, en la circonstance, ne joue pas. Le cas est le même que celui des femmes de la bonne bourgeoisie qui, dans les grands magasins, subtilisent des articles qu'elles auraient parfaitement le moyen d'acheter. Mrs. Hubbard ricana. « Baliverne, ce sont des voleuses, ni plus ni moins. » Pourtant, dit Poirot de son côté, la bague était d'un certain prix. Elle a été rendue. Quant au stéthoscope, monsieur Mac Nabbs, vous n'allez pas me dire que c'est un accessoire de la beauté féminine. Ça, c'est autre chose. C'est plus subtil. Une femme, frustrée de ses aspirations féminines, peut fort bien transférer ailleurs ses ambitions et les sublimer dans le domaine professionnel, par exemple. Et le livre de cuisine, symbole de la vie familiale, du foyer. Et l'acide borique. Colline eut un geste d'agacement. « Mon cher monsieur Poirot, croyez-vous vraiment que quelqu'un volerait de l'acide borique ?»« C'est justement ce que je me demande, monsieur Mac Nabbs. Pour le reste, je reconnais que vous semblez avoir réponse à tout. Pourtant, vous ne m'avez pas dit ce que peut signifier le vol d'un vieux pantalon de flanelle, un pantalon qui vous appartenait, je crois. » Colline, pour la première fois, parut embarrassé. Il s'éclaircit la gorge avant de répondre. « L'explication est possible, mais assez compliquée, et peut-être un peu gênante. Vous ne voulez pas me faire rougir. »
Poirot se pencha en avant pour donner quelques petites tapes sur le genou de Colline, et reprit. « Et l'encre renversée sur les notes de Miss Johnstone. Et cette écharpe mise en morceaux. Ça ne vous paraît pas inquiétant, ça ?» Colline perdait visiblement de sa superbe. « Si, dit-il, c'est très grave. Cette fille doit être soignée tout de suite. Je dis bien soignée. Elle relève de la médecine et non de la police. Elle ne comprend d'ailleurs rien à ce qui lui arrive. Elle n'en peut plus, elle. » Poirot lui coupa la parole. « Vous savez qui elle est ?»« C'est-à-dire que j'ai de sérieux soupçons. »« Récapitulons, » dit Poirot à mi-voix. « C'est une fille timide, qui n'a que peu de succès auprès des garçons, pas très vive en ses réactions, qui se sent très seule, souffre d'un complexe d'infériorité. » On frappa à la porte. Poirot se tut. « Entrez, dit Mrs. Hubbard. » La porte s'ouvrit. Célia Austin pénétra dans la pièce. « Tiens, murmura Poirot, hochant la tête. Miss Austin, comme c'est curieux. » Célia regardait Colline. La peur se lisait dans ses yeux. « Je ne savais pas que vous étiez là, dit-elle d'une voix blanche. Je suis venue. » Elle prit une profonde inspiration et courut à Mrs. Hubbard. « Mrs. Hubbard, je vous en supplie, n'appelez pas la police. La coupable, c'est moi. C'est moi qui ai tout pris. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne voulais pas faire ça. C'est malgré moi que... » S'interrompant brusquement, elle se tourna vers Colline. « Maintenant, vous savez ce que je suis. J'imagine que vous ne m'adresserez plus jamais la parole. Je sais que je vous fais horreur. »« Oh, pas du tout !» s'écria-t-il avec bonne humeur. « Vous avez perdu un peu les pédales, et c'est tout. C'est une espèce de maladie. Faites-moi confiance, Célia, et vous serez vite guérie. »« Vraiment, Colline ?» Elle posait sur lui un regard d'adoration. « J'ai été si malheureuse. » Il lui prit la main. « À partir de maintenant, vous n'avez plus à vous tracasser. » Il se leva, passa son bras sous celui de Célia et, s'adressant à Mrs. Hubbard, ajouta « J'espère qu'il n'est plus question d'alerter la police. Rien n'a disparu qui ait quelque valeur, et tout ce qu'elle a pris, Célia le rendra. »« Pour le bracelet et le compact, dit Célia avec embarras, ce ne sera pas possible. Je les ai jetés à l'égout, mais je les remplacerai. »« Et le stéthoscope ?» demanda Poirot. « Qu'est-ce que vous en avez fait ?» Elle rougit. « Le stéthoscope, je n'y ai jamais touché. À quoi m'aurait-il servi ? Et ce n'est pas moi non plus qui ai versé de l'encre sur les papiers d'Élisabeth. Je serais incapable de faire ça. »« Pourtant, fit remarquer Poirot, vous avez déchiré l'écharpe de Miss Hobhouse. » Elle répondit d'une voix mal assurée. « Ça, c'est différent. Valérie, ça lui était égal. »« Ah ? Et le sac à dos ? » ?»« Ça, ce n'est pas moi. Il s'agissait d'un mouvement de colère. » Poirot tira de sa poche la liste qu'il avait copiée sur le carnet de Mrs. Hubbard. « Jetez un coup d'œil là-dessus, » reprit-il, « et dites-moi cette fois la vérité. Précisez les disparitions dont vous êtes responsable, et les autres. » Célia répondit sans hésiter. « Je ne sais rien du sac à dos, rien des ampoules électriques, rien de l'acide borique et rien des sels de bain. La bague, c'était une erreur. Quand je me suis rendu compte qu'elle avait de la valeur, je me suis arrangée pour la rendre. »« Ah ! Parce que, vous comprenez, je ne voulais pas vraiment voler. Je voulais seulement... »« Vous vouliez seulement ?» Elle baissa les paupières. « Je ne sais pas. Je ne sais plus. » Colline intervint d'un ton péremptoire. « Je vous serais reconnaissant, monsieur Poirot, de ne pas lui faire de la morale. Je puis vous promettre qu'elle ne recommencera pas, et désormais, je réponds d'elle comme de moi-même. »« Oh, Colline, comme vous êtes bon !»« Il faudra, Célia, que vous me parliez beaucoup de vous, de votre enfance notamment. Vos parents s'entendaient-ils bien ? » ?»« Oh, non. À la maison, c'était terrible. » Je m'en doutais, et Mrs. Hubbard jugea que le dialogue avait assez duré. « Voilà qui suffit !»
Je suis heureuse, Célia, que vous ayez avoué. Vous nous avez causé bien du tracas. J'espère que vous vous repentez et j'ajoute que je veux bien vous croire sur parole quand vous dites que ce n'est pas vous qui avez versé de l'encre sur les notes d'Élisabeth. Ça ne vous ressemble pas. Là-dessus, vous et Colline, vous pouvez vous retirer. Je vous ai, tous les deux, assez vus pour ce soir. Quand la porte se fut refermée sur eux, Mrs. Hubbard poussa un soupir de soulagement et se tourna vers Poirot. « Alors, monsieur Poirot, que pensez-vous de tout ça ?» Les yeux du détective brillaient d'un éclat inhabituel. « Je pense, répondit-il, que nous venons d'assister à une scène d'amour ultramoderne. Autre temps, autres mœurs. Quand j'étais jeune, les garçons prêtaient aux filles des bouquins de théosophie et discutaient avec elles l'oiseau bleu de Maeterlinck. On était sentimental et romanesque. Aujourd'hui, ce qui rapproche les jeunes gens, ce sont leurs complexes, le fait qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Niaiserie. Ce n'est pas mon avis. Il y a du vrai dans ce qu'a dit le jeune Colline. Seulement, il en vient à tout expliquer par des complexes et il ne voit plus que des gens victimes de leur enfance malheureuse. Célia avait 4 ans quand son père est mort et son enfance a été très heureuse avec une mère un peu sotte mais gentille. Oui, mais Célia est assez intelligente pour ne pas dire ça au jeune Mac Nabbs. Elle ne lui dira que ce qu'il souhaite d'entendre. Elle est très amoureuse de lui, vous savez. Vous croyez à toutes les stupidités qu'il nous a racontées ? Non, je ne crois ni que Célia souffre du complexe de Cendrillon, ni qu'elle a agi sans savoir ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle a risqué quelques vols sans gravité, à seule fin d'attirer sur elle l'attention de l'austère Colline. Il faut reconnaître qu'elle a pleinement réussi. Si elle était restée sagement dans son coin, il ne lui aurait peut-être jamais accordé un regard. Et, à mon humble avis, pour avoir l'homme qu'elle aime, une fille a le droit de recourir aux moyens les plus désespérés. Je ne l'aurais pas cru capable d'imaginer ça. Poirot ne répondit pas et son visage se rembrunit. Il reste, poursuivit Mrs. Hubbard, que je vous ai dérangé pour rien. Je suis navrée, monsieur Poirot, de vous avoir fait gâcher quelques heures d'un temps que je sais précieux. Vous m'en excuserez. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Poirot secoua la tête. Je ne crois pas que cette histoire soit terminée. Nous avons écarté de notre route quelques broussailles gênantes, mais il nous reste du chemin à faire. Bien des choses demeurent inexpliquées, et, contrairement à ce que vous pensez, je crois, moi, que l'affaire est sérieuse, très sérieuse. Mrs. Hubbard fronça le front. Vraiment, monsieur Poirot ? C'est mon impression. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec Miss Patricia Lane ? J'aimerais voir cette bague qu'on lui a volée. Rien de plus facile, monsieur Poirot. Je descends et je vous l'envoie. Il faut que je dise 2 mots à Lane Batson. Quelques instants plus tard, Patricia Lane se trouvait en présence de Poirot. Elle semblait assez intriguée. « Je regrette, Miss Lane, de vous importuner. Ne vous excusez pas, je vous en prie. Je n'avais rien à faire. Mrs. Hubbard a dit que vous voudriez voir ma bague ?» Elle la retira de son doigt et la remit au détective. « C'est un beau diamant, mais évidemment la monture n'est plus à la mode. C'est la bague de fiançailles de ma mère. » Poirot examinait le bijou. « Madame votre mère vit toujours ?»« Non, mes parents sont morts, tous les 2. »« Triste. »« Oui, je les aimais bien. Et pourtant, je n'ai peut-être pas été avec eux tout à fait comme j'aurais dû être. On s'aperçoit de ça quand il est trop tard. Maman aurait voulu une fille jolie, coquette, aimant les belles robes et la vie mondaine. Elle a été très déçue quand je me suis dirigée vers l'archéologie. Vous avez toujours eu une tournure d'esprit très sérieuse. Je crois. J'ai le sentiment que l'existence est si brève qu'elle n'a de sens que si l'on fait quelque chose qui vaut la peine. Poirot, maintenant, regardait Patricia. Elle devait avoir un peu plus de 30 ans. Exception faite d'un peu de rouge, écrasé à la diable sur ses lèvres, elle ne portait aucun maquillage. Elle était coiffée sans grâce, ses cheveux, d'un châtain sans éclat, rejetés en arrière comme d'un coup de peigne hâtif.
Elle avait de beaux yeux bleus et de grosses lunettes. « Elle manque d'allure, songeait Poirot. Elle est fagotée comme la poupée du loup, bien élevée, intelligente, cultivée, mais fatigante. Et avec les années, ça ne fera que croître et embellir. Quand je pense à la comtesse Rosakoff, elle a gardé dans sa vieillesse une splendeur, un rayonnement. Les filles d'aujourd'hui, je ne suis peut-être si sévère que parce que je vieillis. Il se peut, après tout, qu'aux yeux de quelqu'un, celle-ci apparaisse comme une véritable Vénus. Pourtant, j'en doute. Patricia parlait. J'ai été révoltée par ce qu'on a fait à Bess, à Miss Johnston. Et à ce propos, monsieur Poirot, je veux vous dire que si on s'est servi d'encre verte, c'est exprès, pour que les soupçons portent sur Nigel. Je puis vous garantir que jamais Nigel ne ferait une chose pareille. Ah? Poirot regardait la jeune fille avec un intérêt accru. S'échauffant, elle poursuivait. Nigel n'est pas facile à comprendre. Il a eu une enfance malheureuse. Mon Dieu, encore un? Pardon? Rien, vous disiez? Je disais que Nigel est un garçon qu'il faut connaître. Il est de caractère très indépendant. Il est très fort, très brillant, mais aussi, je dois le dire, très maladroit. Il se moque des gens, vous comprenez? Et il juge indigne de lui d'expliquer et de se défendre. Même si tout le monde dans cette maison pense que c'est lui qui a versé de l'encre sur les papiers de Bess, il ne se donnera pas la peine de dire que ce n'est pas vrai. Il dira « Pensez-en ce que vous voulez, ça m'est égal ». C'est une attitude stupide. Et dangereuse. C'est de l'orgueil, je crois. Il est comme ça, parce qu'on ne l'a jamais compris. Vous le connaissez depuis longtemps? Non, depuis 1 an environ. Nous nous sommes rencontrés en France, où nous faisions, tous les deux, le circuit des châteaux de la Loire. Il a eu une attaque de grippe qui a dégénéré en pneumonie, et c'est moi qui l'ai soigné. Bien que de constitution très délicate, il ne prend aucun soin de sa santé, ce qui explique que, si indépendant qu'il se veuille, il faut qu'on le surveille comme un gosse. Il a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui. Poirot soupira discrètement. Décidément, il y avait trop d'amour dans cette aventure. Après Célia, Patricia. Bien sûr, les jeunes gens étaient faits pour s'aimer. Seulement, Poirot, lui, avait passé l'âge. Il se leva. « Vous me permettez, mademoiselle, de garder votre bague? Je vous la rendrai demain, sans faute. » La question la surprit, mais elle n'appelait qu'une réponse. « Certainement, monsieur Poirot. Je vous remercie. Un conseil, avant de nous quitter. Faites attention. » « Attention à quoi? Je voudrais bien être en mesure de vous le dire. » Poirot restait très inquiet. Chapitre 6. Mrs. Hubbard se leva, le lendemain, d'excellente humeur. Elle se sentait délivrée d'un poids. Le doute ne la tourmentait plus. Une petite idiote avait accumulé les sottises, mais on savait qui elle était et, désormais, l'ordre régnerait dans la maison. Dès qu'elle fut descendue au living-room pour le petit déjeuner, Mrs. Hubbard déchanta. On aurait cru que les pensionnaires, ce jour-là, s'étaient donné le mot pour se montrer insupportables, chacun à sa manière. Monsieur Chandra Lal, à qui on avait raconté le vilain tour joué à Elizabeth Johnston, tenait qu'il s'agissait là d'une manifestation raciste et ne faisait pas mystère de son opinion. Les vieux préjugés contre les gens de couleur existent toujours. Nous en avons là un magnifique exemple. Mrs. Hubbard protesta. Rien ne vous autorise à dire cela, monsieur Chandra Lal. Le coupable, on ne le connaît pas. Mais, fit remarquer Jean Tollinson, est-ce que Célia n'a pas avoué? Je trouve ça très bien de sa part, d'ailleurs, et j'estime que nous devons tous être très gentils avec elle. Nigel haussa les épaules. Avouez. Vous ne pourriez pas user d'un vocabulaire moins révoltant? Je ne vois pas en quoi le mot vous choque. Il est dans le dictionnaire. Laissez donc le dictionnaire tranquille. Enfin, qu'est-ce que ça signifie, tout ça?
Est-ce que Célia aurait reconnu avoir chippé les affaires qui ont disparu, et est-ce pour cela qu'elle n'est pas encore descendue ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez, dit M. Akibombo. Si vous m'expliquiez de quoi il s'agit. Personne ne se donna la peine de le renseigner. Chacun tenait à dire son mot. Pauvre gosse, dit Len Bateson. Elle était donc si fauchée ? Moi, déclara Sally, ça ne m'étonne qu'à moitié. J'ai toujours pensé, Elisabeth prit la défense de Célia. Vous n'allez pas me dire que c'est Célia qui a versé de l'encre sur mes notes. C'est inconcevable. Mrs. Hubbard réussit à se faire entendre. C'est un méfait qu'on ne saurait imputer à Célia, et vous me ferez plaisir en parlant d'autre chose. Je me proposais de tout vous raconter un peu plus tard, mais... Mais, dit Valérie, Jean, hier soir, était derrière la porte. Je n'écoutais pas, je passais et... Nigel coupa court aux justifications de Jean. Ma chère Bess, vous savez très bien qui a rendu vos notes inutilisables. C'est moi. Je suis malfaisant de nature et j'ai de l'encre verte. Vous ne l'ignorez pas. Ce n'est pas lui. Il se vante. Nigel, comment pouvez-vous être si bête ? Je vous couvre généreusement, ma petite Pat. Qui est-ce qui m'a emprunté mon encre verte hier matin ? Vous. Je ne comprends pas, dit une nouvelle fois M. Akibombo. Vous ne vous en porterez pas plus mal, lui lança Sally. À votre place, je ne m'occuperai pas de cette histoire-là. M. Chandra Lal se leva. Et vous demandez pourquoi il y a des Mau-Mau ? Pourquoi l'Égypte se montre intransigeante dans l'affaire du canal de Suez ? Nigel posa sa tasse avec une telle violence qu'elle se brisa. Eh zut ! Tout à l'heure, le dictionnaire, maintenant, de la politique. Au petit déjeuner. J'aime mieux ficher le camp. Il repoussa sa chaise du pied et se dirigea vers la porte. Patricia courut derrière lui. « Couvrez-vous bien, Nigel. Le vent est très froid. » Valérie ricana. « C'est beau, le dévouement. Un de ces jours, il va lui pousser des ailes. » Geneviève, la Française, à qui ses connaissances d'anglais ne permettaient pas de se mêler à la conversation, avait compris l'essentiel de ce qui s'était dit et, utilisant sa langue maternelle, déversait un flot de paroles dans l'oreille de René, son compatriote. « Ainsi, c'est cette petite chipie qui m'a volé mon compact. C'est honteux. Je porterai plainte. Je n'admettrai jamais... » Colin McNab avait, à différentes reprises, essayé de placer un mot, mais sa voix grave avait été recouverte par d'autres, plus élevées. Exaspéré, il frappa du poing sur la table. Tout le monde se tut. Un pot de confiture d'orange tomba par terre et se cassa. « Vous voulez tenir vos langues un instant et écouter ce que j'ai à vous dire ? Vous vous montrez à la fois stupide et ignare. La psychiatrie, pour vous, ça n'existe pas. Cette petite, il n'y a rien à lui reprocher. C'est moi qui vous le dis. Elle traverse une pénible crise émotionnelle et elle a besoin d'être entourée de soins et de sympathie. Si on ne veut pas qu'elle reste une instable jusqu'à la fin de ses jours. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez. »« Qu'on soit gentil avec elle, » dit Jean d'une voix pleine de suffisance. « D'accord. Seulement, il n'est pas possible de fermer les yeux sur tout. Il s'agit de vols. »« Des vols !» s'écria Colin. « Mais encore une fois, ce ne sont pas des vols. Vous me faites mal, tous autant que vous êtes. » Valérie se tourna vers lui, ironique. « Elle représente un cas intéressant, n'est-ce pas, Colin ? » « Du point de vue psychologique, certainement. »« Moi, reprit Jean, elle ne m'a rien pris. Mais je pense... » Colin ne lui permit pas d'achever. « Naturellement, elle ne vous a rien pris. Et si vous compreniez pourquoi, vous n'en seriez pas autrement fière. »« Je ne vois pas... » »« N'insistez pas, Jean, dit Len Bateson. Cette discussion n'a aucun sens. Venez, nous ne sommes déjà pas en avance. » Ils sortirent ensemble. « Pour ma part, déclara M. Chandra Lal, je tiens à signaler que je déplore qu'on m'ait volé mon acide borique. Mais ben Dieu... »« Monsieur Chandra Lal, dit Mrs. Hubbard d'un ton ferme, vous serez en retard, vous aussi. »« Mon professeur n'est pas toujours à l'heure. »
Malgré cela, M. Chandralal se leva et se dirigea vers la porte. « En tout cas, dit Geneviève, mon compact. Il faudra qu'elle me le rende. » La phrase avait été prononcée en français. Mrs. Hubbard rappela la jeune fille à l'ordre. « Geneviève, vous ne ferez jamais de progrès en anglais si vous ne perdez pas l'habitude de parler français à la moindre occasion. D'autre part, je vous rappelle que vous avez dîné ici dimanche et que vous me devez toujours votre repas. »« Je n'ai pas mon argent, Mrs. Hubbard, mais je vous payerai ce soir. Filons, René, on sera en retard. » Monsieur Akibombo promenait autour de lui des regards navrés. « Je ne comprends pas. » Sally eut pitié de lui. « Venez, Akibombo, je vous expliquerai en route. » Mrs. Hubbard les regarda partir, puis elle poussa un long soupir. « Pourquoi diable ai-je accepté de venir ici ?» Valérie, maintenant seule à table, sourit gentiment à Mrs. Hubbard. « Ne vous tracassez pas, Ma. Tout ça va se tasser. Ce matin, tout le monde était un peu nerveux. » Évidemment, j'avoue que, moi-même, j'ai été surprise. « Que ce soit Célia ? Oui. Ça ne vous a pas étonné ? Pas tellement. Vous la soupçonniez ? Non, mais certaines petites choses m'intriguaient. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a amené Colline où elle voulait. C'est d'ailleurs assez déplaisant. » Valérie se mit à rire. « Que voulez-vous, Ma ? On ne s'attache pas à un homme en lui tirant des coups de revolver, mais on peut le conquérir en jouant les kleptomanes. La preuve est faite. Et si vous voulez que nous ayons la paix à table, tâchez de vous arranger pour que Célia rende son compact à Geneviève. » Mrs. Hubbard ne sourit même pas. « Nigel a cassé une tasse et un pot de confiture. » Fichue matinée, hein ? Valérie sortit là-dessus et Mrs. Hubbard l'entendit qui, dans le vestibule, disait bonjour à Célia. Peu après, celle-ci entrait. « Bonjour, Mrs. Hubbard. »« Bonjour, Célia. Vous êtes en retard. Le café est froid et il ne reste plus grand-chose. » Je ne voulais pas rencontrer les autres. Je l'avais deviné. Pourtant, vous serez bien obligé de les voir. Je le sais. Seulement, il me semble que, ce soir, ce me sera moins pénible. Naturellement, je ne resterai pas ici. Je m'en irai à la fin de la semaine. Mrs. Hubbard fronça le sourcil. « Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Il faut vous attendre à quelques réflexions désobligeantes, et tout de même méritées. Mais, au fond, vos camarades ne sont pas méchants. Bien sûr, vous réparerez, dans la mesure où ce sera possible. »« Oh oui !» s'écria Célia avec chaleur. « C'est justement une des choses dont je voulais vous parler. » Elle tenait à la main son carnet de chèques et une enveloppe. Elle poursuivit. « Je vous avais écrit une petite lettre pour le cas où vous seriez sorti quand je descendrais, et j'avais l'intention de glisser dedans un chèque pour que vous indemnisiez tout le monde. Mais j'ai manqué d'encre. Il faudra que nous dressions une liste. J'en ai fait une, seulement je ne sais s'il vaut mieux que je remplace ce que j'ai pris ou que je donne l'équivalent en argent. Je réfléchirai à ça. Il faut voir. Mais ça ne m'empêche pas de vous remettre un chèque. Je me sentirai tellement mieux quand vous l'aurez. » Mrs. Hubbard fut sur le point de faire observer à Célia qu'il ne lui appartenait pas, à elle, de l'aider à se délivrer des remords qu'elle pouvait avoir, mais elle pensa à temps que, les jeunes gens manquant toujours d'argent liquide, les choses s'arrangeraient peut-être plus facilement ainsi. « Soit, dit-elle. Jetant un coup d'œil sur la liste établie par Célia, elle ajouta « Combien tout cela peut-il représenter ? C'est bien difficile à dire. » « Évaluez ça en gros, Mrs. Hubbard. Je vous donnerai le chèque. S'il y a trop, vous me rendrez de l'argent. Sinon, je compléterai. » « Bien. » Mrs. Hubbard fixa un chiffre, dont elle estimait qu'il lui laissait de la marge. Célia ne fit aucune objection et ouvrit son chéquier. « Il faut que je remplisse mon stylo. » Elle alla aux rayons sur lesquels les pensionnaires de la maison se débarrassaient de certaines de leurs affaires. « La seule encre qu'il y ait ici est cette horrible encre verte dont Nigel se sert. Tant pis, va pour celle-là. Il ne dira rien. Je lui en rapporterai un flacon. » Elle emplit son stylo, signa un chèque
et le remit à Mrs. Hubbard. Puis, regardant sa montre, elle s'écria « Je suis en retard. Je crois que je me passerai de petit déjeuner. » « Vous aurez tort, Célia. Mangez au moins une tartine de beurre. Il ne faut jamais sortir le ventre creux. »« Qu'est-ce que c'est ?» La question s'adressait à Geronimo, le domestique italien. Il était debout à la porte. De là, avec de grands gestes et des grimaces quasi simiesques, il s'efforçait d'attirer l'attention de Mrs. Hubbard. « C'est la padrona, madame. Elle vient d'arriver. Elle veut vous voir. » Levant les deux bras au plafond dans un dernier geste, l'homme ajouta « Elle est d'une humeur. »« Bon, je viens. » Mrs. Hubbard quitta la pièce, cependant que Célia se coupait vivement une tartine. Mrs. Vanellos allait et venait dans sa chambre, comme un fauve dans sa cage avant l'heure du repas. À l'entrée de Mrs. Hubbard, elle donna libre cours à son indignation. « Qu'est-ce que j'apprends ? Vous avez appelé la police sans me consulter. Mais pour qui vous prenez-vous ? Je n'ai pas appelé la police. Vous mentez. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, Mrs. Vanellos. Vraiment ? Alors, c'est moi qui suis dans mon tort, comme toujours. Tout ce que vous faites est toujours très bien. Des policiers chez moi, dans un hôtel respectable. Ce ne serait pas la première fois, dit simplement Mrs. Hubbard. Vous ne vous souvenez pas de cet étudiant antillais qui était recherché pour vagabondage spécial et de ce jeune agitateur communiste qui se cachait chez vous sous un faux nom ? Il y a eu aussi… Vous osez me dire ça ? Est-ce ma faute, à moi, si les gens me mentent en se donnant pour ce qu'ils ne sont pas ? Comment avez-vous eu l'audace de me reprocher ça, alors que je suis la première à en souffrir ? Je ne vous le reproche pas. Je vous fais simplement remarquer que ce ne serait pas la première fois que la police viendrait ici. Avec des pensionnaires qui arrivent de partout, c'est d'ailleurs à peu près inévitable. Mais, je le répète, je n'ai pas appelé la police. J'ai seulement eu ici hier soir un invité, un célèbre détective privé, qui a fait à nos étudiants une petite conférence très intéressante sur la criminologie. Comme s'ils avaient besoin qu'on leur parle de ça. Vous croyez que c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas suffisamment ? Ils détruisent, ils sabotent, ils volent. Et on ne fait rien. Justement, j'ai fait quelque chose. Vous avez mis un de vos amis au courant de mes affaires. Vous avez trahi ma confiance. Voilà ce que vous avez fait. Mais pas du tout. Vous m'avez confié l'administration de cette maison. Je suis heureuse de pouvoir vous dire que la lumière est faite sur ces vols qui nous tourmentaient. Une de nos pensionnaires a avoué qu'ils avaient presque tous été commis par elle. La petite saleté, il faut la jeter dehors. Elle ne demande qu'à partir et elle indemnise ceux qu'elle a volés. Ça nous avance bien. Maintenant, ma maison est perdue de réputation. Personne n'y viendra plus. Mrs. Vanellos s'effondra en larmes sur son canapé. Ici, reprit-elle entre deux sanglots, je ne compte plus. La façon dont on me traite, c'est abominable. On m'ignore, on me tient à l'écart. Je mourrais demain, ça ne ferait de peine à personne. Mrs. Hubbard jugea qu'elle pouvait se retirer. Elle descendit à la cuisine pour s'entretenir avec Maria du repas du soir. Cette courte conférence quotidienne mettait souvent sa patience à l'épreuve. Maria était plus renfermée et plus hargneuse que jamais. « Je sais bien que c'est moi qu'on accusera. Et aussi Geronimo, le pauvre. Comment se faire rendre justice quand on n'est pas dans son pays ? Non, je ne peux pas faire du risotto, comme vous le demandez. Le riz qu'on m'a livré n'est pas le bon. À la place, je ferai des spaghettis. Mais nous en avons eu hier soir. Qu'est-ce que ça fait ? Chez moi, on en mange tous les jours. Les pâtes, c'est toujours bon. Mais vous êtes en Angleterre, maintenant. Bon, je vous le ferai, votre stew. Vous ne l'aimerez pas, mais je vous le ferai. Et je ferai bouillir les oignons dans l'eau au lieu de les faire revenir dans l'huile, puisque c'est la mode ici. Mrs. Hubbard leva les yeux au ciel. « Ah, faites ce que vous voulez. » Et, furieuse, elle quitta la cuisine. À 6 heures du soir, Mrs. Hubbard était redevenue elle-même.
Par de petites notes manuscrites laissées dans les chambres, elle avait prié chacun des pensionnaires de venir la voir avant le dîner. À tous, elle expliqua que Célia lui avait demandé d'arranger les choses, et tous se montrèrent très compréhensifs. Même Geneviève, qui, adoucie par une évaluation très généreuse de son compact, déclara qu'elle n'en voulait pas du tout à Célia. « Ce sont ses nerfs qui la travaillent, » ajouta-t-elle de l'air de quelqu'un qui en sait long. « Elle est riche et elle n'a pas besoin de voler. Seulement, dans sa tête, ça ne tourne pas rond. C'est ce que dit M. Mac Nabbs, et là-dessus, il a raison. » Len Bateson prit Mrs. Hubbard à part, comme elle se rendait à la salle à manger. « J'attendrai Célia dans le vestibule, » lui dit-il, « et j'entrerai avec elle. Comme ça, elle se rendra compte que tout va bien. »« C'est gentil à vous, Len. »« Non, Ma, c'est normal. » On servait le potage quand on entendit dans le vestibule la voix profonde de Len. « Venez, Célia. Vous n'avez ici que des amis. » Le nez dans son assiette, Nigel murmura. « Il fait sa béat du jour. » Il s'en tint d'ailleurs à cette seule rosserie et salua Célia d'un geste aimable de la main quand elle entra avec Len, de qui le bras reposait, protecteur, sur les épaules de la jeune fille. Le dîner commença dans un brouhaha de conversations joyeuses et animées. De temps à autre, quelqu'un s'adressait à Célia. Un silence s'établit quand M. Akibombo l'interpella par-dessus la table. « Tout ce que je ne comprenais pas, lui dit-il avec un bon sourire, on me l'a expliqué. Vous êtes très forte pour voler. Pendant longtemps, personne n'a deviné. Très bien, très fort. » Stupéfaite, Sally Finch sauva la situation. Elle s'écria « Cet Akibombo me fera mourir !» Et elle s'abandonna à un fou rire tel qu'elle dut, pour le vaincre, se retirer dans le vestibule. Tout le monde alors se mit à rire, bruyamment, sinon de façon très naturelle. Colin Mac Nabbs arriva en retard. Il semblait préoccupé et se montra moins communicatif encore qu'à l'habitude. Vers la fin du repas, alors que les autres n'avaient pas encore terminé, il se leva et dit « J'ai quelqu'un à voir et il faut que je m'en aille. Mais je veux que vous soyez les premiers à savoir. Célia et moi, nous espérons nous marier l'an prochain, quand j'aurai terminé mes études. » La nouvelle fut accueillie par des hurlements sauvages. Colin reçut, sans joie apparente, les félicitations de ses amis et s'esquiva gauchement. Célia avait rougi, mais elle restait très calme et très digne. « Encore un brave type à la mer !» s'écria Len Bateson. Patricia se tourna vers Célia. « Je suis bien contente, Célia, et je vous souhaite tout le bonheur possible. »« Tout est bien qui finit bien, » dit Nigel. « Demain, nous apporterons du Chianti, et nous le boirons à votre santé. »« Pourquoi faites-vous cette tête, Jean ? Vous n'approuvez pas ce mariage ?»« Bien sûr que non, Nigel. »« C'est pourtant tellement mieux que l'union libre. Quand ce ne serait que pour les enfants. Sur les passeports, ça fait mieux. »« Peut-être, dit Geneviève, seulement, il ne faut pas que la mariée soit trop jeune. »« Vous ne voudriez pas insinuer que Célia n'ait pas d'âge à donner son consentement ? Elle est libre, blanche et majeure. » Voilà une réflexion bien désobligeante. La remarque était de M. Chandra Lal. Patricia y répondit tout de suite. « Ne croyez pas ça, M. Chandra Lal. C'est façon de parler, une expression américaine. Ça ne veut rien dire. »« Je ne comprends pas, » déclara gravement M. Akibombo. « Si une chose ne veut rien dire, pourquoi la dire ?» Ce fut Elizabeth Johnston qui répondit. « Il y a, dit-elle, des choses qui ont l'air de ne rien vouloir dire et qui, pourtant, sont lourdes de sens. Ce n'est pas à cette expression américaine que je fais allusion. Je pense à autre chose. » Faisant du regard le tour de la table, elle ajouta « Je parle de ce qui s'est passé hier. »« De quoi s'agit-il, Bess ?» demanda Valérie d'une voix pointue. Célia intervint. « Je vous en prie, je crois très sincèrement que, demain, tout s'expliquera. J'en suis sûre, il n'y aura plus de mystère. L'encre versée sur vos papiers, Bess. Cette sotte histoire du sac à dos.
Si, comme je l'ai fait moi-même, la personne qui est coupable avoue, tout sera clair. Et, dit Valérie avec un petit rire, nous serons tous très heureux jusqu'à la fin des temps. On se leva de table et on passa dans le living-room, où on se disputa le plaisir d'offrir son café à Célia. Quelqu'un mit l'appareil de radio en marche. Quelques pensionnaires sortirent pour se rendre à des rendez-vous ou pour aller travailler dans leur chambre. Finalement, ceux qui restaient gagnèrent leur lit. Mrs. Hubbard, en se glissant dans ses draps, s'avoua que la journée avait été rude. « Mais, Dieu merci, songeait-elle avec soulagement. Maintenant, c'est fini. » Chapitre 7. Mrs. Lemon était la ponctualité même. Le brouillard, la tempête, les épidémies de grippe, les grèves des transports, rien ne réussissait jamais à la mettre en retard. Ce jour-là, pourtant, elle arriva chez Poirot, non pas à 10 heures juste, mais 5 minutes plus tard. Elle s'excusa d'une voix haletante. « Je suis navrée, monsieur Poirot, vraiment. J'allais sortir de chez moi quand ma sœur a téléphoné. »« Elle va bien et le moral est bon, oui ?»« Ah, franchement parler, non. » Répondant à l'interrogation muette de Poirot, elle ajouta « Elle est très abattue. Une de ses pensionnaires s'est donné la mort. » Poirot marmonna quelques mots indistincts. « Vous dites, monsieur Poirot, comment s'appelle cette pensionnaire ?»« Célia Austin. »« Quel genre de suicide ?»« On croit qu'elle a pris de la morphine. »« Il ne s'agit pas d'un accident ?»« Non. »« Il paraît qu'elle a laissé un mot. »« Je m'attendais bien à quelque chose, » dit Poirot, se parlant à soi-même. « Mais pas à ça. » Il leva les yeux. Miss Lemon attendait, la pointe de son crayon déjà posée sur son bloc. Le détective secoua la tête. « Non, Miss Lemon, je ne vous dicterai rien ce matin. Voici le courrier. Classez-le et voyez les lettres auxquelles vous pouvez répondre. Moi, je vais faire un tour du côté de Hickory Road. » Ce fut Geronimo qui vint ouvrir à Poirot. Reconnaissant l'invité d'honneur de l'avant-veille, il prit une mine de conspirateur et se mit à parler, très bas, avec une volubilité très italienne. « Ah, signor, nous avons bien des ennuis. La petite signorina est morte, ce matin, dans son lit. Le médecin est venu. Maintenant, il y a ici un inspecteur de police. Il est en haut, avec la signora et la padrona. Pourquoi a-t-elle décidé de se tuer, la pauvrina? Hier soir, elle était si gaie après les fiançailles. »« Les fiançailles ?»« Si, signor, avec monsieur Colline. Vous savez, un grand brun qui n'arrête pas de fumer la pipe. »« Je vois. » Geronimo introduisit Poirot dans le living-room. « Vous voulez bien rester ici, signor? Dès que le policier est parti, je dis à la signora que vous êtes ici. D'accord ? » ?»« D'accord. » Laissé seul, Poirot, qui avait sur la délicatesse des idées très particulières, entreprit un minutieux examen de la pièce. Il accorda une attention toute spéciale aux affaires appartenant aux pensionnaires, mais elles ne lui apprirent pas grand-chose. Chacun conservait dans sa chambre ses papiers personnels. Au premier étage, cependant, Mrs. Hubbard, assise en face de l'inspecteur Sharp, répondait aux questions que le policier lui posait, comme en s'excusant. Grand, solidement bâti, Sharp savait se montrer très doux, très rassurant, quand les circonstances semblaient l'exiger. « Je me rends compte, Mrs. Hubbard, que c'est très ennuyeux pour vous. Mais, comme le docteur Coles vous l'a déjà dit, il y aura une enquête et il faut bien que nous sachions comment les choses se présentent. Voyons, cette jeune personne, vous me dites que depuis quelque temps, elle était malheureuse ? » ?»« Oui. »« Chagrin d'amour ? » ?»« Pas précisément. » Mrs. Hubbard avait marqué une légère hésitation. La voix de l'inspecteur se fit plus douce encore. « Vous feriez mieux de ne rien me cacher, Mrs. Hubbard. Comme je viens de vous le dire, il faut que nous sachions. Avait-elle ou croyait-elle avoir une raison de se tuer ? Elle n'était pas enceinte. »« Certainement pas. Non, inspecteur, si j'ai paru un peu réticente,
C'est uniquement parce que la pauvre enfant avait commis quelques sottises dont j'espérais qu'il ne serait pas nécessaire de faire état. L'inspecteur Sharp tout sauta. Nous sommes très discrets, et le coroner est un homme d'expérience. Mais il faut que nous sachions. Évidemment, c'était ridicule de ma part. La vérité, inspecteur, c'est que depuis quelque temps, depuis 3 mois, ou peut-être un peu plus, différentes choses ont disparu dans la maison. Des choses sans importance, d'ailleurs. De petits objets, de la lingerie, des bas de nylon, de l'argent peut-être. Non, pas d'argent, que je sache. Et c'est cette petite qui… Oui. Vous l'aviez prise sur le fait? Non, pas exactement. Avant-hier soir, nous avons eu à dîner un de mes amis, monsieur Hercule Poirot. Vous avez peut-être entendu parler de lui. L'inspecteur Sharp avait brusquement cessé de prendre des notes. Un peu surpris, il regardait Mrs. Hubbard. Il se trouvait que le nom lui disait quelque chose. « Monsieur Hercule Poirot, dit-il. Tiens, tiens, très intéressant. » Après le repas, reprit Mrs. Hubbard, Monsieur Poirot nous a fait une petite causerie sur la criminologie, et on a discuté de ses vols. Il m'a alors, devant tout le monde, conseillé d'alerter la police. « Ah, oui. » Un peu plus tard, Célia est venue me trouver dans ma chambre et elle a avoué. Elle était très désemparée. « Il était question de poursuite ? » Non, elle indemnisait tout le monde et personne ne voulait lui crier d'ennui. « Elle avait des besoins d'argent ? » Non, elle avait un emploi honnêtement rétribué à St. Catherine's Hospital et aussi, je crois, quelques ressources personnelles. En fait, elle était plus à l'aise que beaucoup de nos étudiants. Elle n'avait pas besoin de voler, mais elle volait pourtant. Ce disant, Sharp griffonna quelques mots sur son carnet. De la kleptomanie, sans doute, dit Mrs. Hubbard. Une étiquette assez hypocrite. Il reste qu'elle volait sans nécessité. Vous la jugez peut-être trop sévèrement. Il y avait un jeune homme dans l'affaire. Et c'est lui qui l'a dénoncé ? Oh, pas du tout. Il a vigoureusement pris sa défense, au contraire. Et hier soir, après le dîner, ils nous avaient annoncé leur fiançailles. Stupéfait, l'inspecteur Sharp ne put s'empêcher de hausser les sourcils. Et là-dessus, elle s'est mise au lit et elle a pris une dose mortelle de morphine. C'est assez surprenant. Vous ne trouvez pas ? Si, je n'y comprends rien. Et pourtant, c'est comme ça. Sharp regardait un petit morceau de papier posé sur la table. C'était un message ainsi conçu. « Chère Mrs. Hubbard, je suis vraiment désolée et je fais ce que je dois faire. » Ce n'est pas signé, mais vous êtes sûr que c'est son écriture ? Absolument. Mrs. Hubbard ne pouvait répondre autrement. Pourtant, il y avait dans ce billet quelque chose qui lui semblait bizarre. Mais quoi ? Il y a là, reprit Sharp, une empreinte digitale qui est incontestablement d'elle. La morphine était dans un flacon portant l'étiquette de St. Catherine's Hospital. C'est là qu'elle travaillait et il est probable qu'elle avait accès à l'armoire au poison. On peut supposer que cette morphine, elle l'a rapportée hier soir de l'hôpital, dans l'intention d'en finir avec la vie. Je n'arrive pas à le croire. Elle paraissait si heureuse hier soir. Il se peut que sa joie soit tombée quand elle s'est retrouvée seule. Peut-être y avait-il, dans son passé, des choses que vous ignorez, des choses dont elle craignait qu'elles ne vinssent à être connues. Ce jeune homme qu'elle aimait, comment se nomme-t-il ? Colin MacNab. Il termine ses études de médecine au St. Catherine's. Elle l'aimait beaucoup ? Beaucoup. Plus certainement qu'il ne l'aimait, lui. Il me semble être de ces gens qui songent surtout à eux-mêmes. C'est peut-être ce qui explique le drame. Elle ne se sentait pas digne de lui ou elle ne lui avait pas dit tout ce qu'elle aurait dû lui dire. Elle était très jeune, n'est-ce pas ? 23 ans. À cet âge-là, on a encore des illusions et on prend les affaires de cœur au sérieux. C'est pour cela que la pauvre petite s'est tuée, j'en ai peur. Triste. Se levant, il poursuivit. Nous serons, je le crains, obligés de donner les faits aux journaux, mais nous ferons tout le possible pour qu'ils ne soient pas montés en épingle. Merci encore, Mrs. Hubbard.
J'ai maintenant tous les renseignements dont j'ai besoin. Elle avait perdu sa mère il y a 2 ans, et il ne lui restait plus, à votre connaissance, qu'une vieille tante qui vit dans le Yorkshire et avec laquelle nous nous mettrons en relation. » Il prit sur la table le billet griffonné par Célia d'une écriture désordonnée. « Ce petit mot, dit soudain Mrs. Hubbard, il a quelque chose d'anormal. »« D'anormal ? En quel sens ? » ?»« Je n'en sais rien. Et pourtant, j'ai l'impression que je devrais le savoir. »« Il est bien de sa main. »« Sûrement. Mais ce n'est pas ça. » Un moment, s'enfonçant les 2 poings sur les yeux, Mrs. Hubbard chercha. Elle renonça. « Je suis idiote, ce matin. » L'inspecteur Sharp protesta gentiment. « Une épreuve comme celle-là est très fatigante, Mrs. Hubbard. Je ne veux pas vous importuner plus longtemps. Je m'en vais. » Il ouvrit la porte et faillit trébucher sur Geronimo. Il sourit. « On écoute aux portes. » Geronimo repoussa l'accusation d'une voix indignée. « Oh non, signor, jamais. J'apportais un message à la signora. »« Un message ? Quel message ? » ?»« Je venais lui dire qu'il y a en bas un monsieur qui désire la voir. »« Parfait, allez lui dire. » L'inspecteur s'éloigna vers le fond du couloir, cependant que Geronimo entrait dans la pièce. Brusquement, Sharp fit demi-tour et, à pas de loup, revint rapidement coller son oreille à la porte. Il arriva juste à temps pour entendre Geronimo qui disait « Le monsieur qui est venu dîner l'autre soir, le monsieur à la grosse moustache, est en bas, il vous attend. » Mrs. Hubbard répondit qu'elle allait descendre. L'inspecteur fila vers l'escalier. Ce monsieur à la grosse moustache, il le connaissait. Ce ne pouvait être que Poirot. Il gagna le living-room. « Bonjour, monsieur Poirot. Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus. » Poirot, agenouillé près de la cheminée, examinait un rayon qui courait à moins de 20 centimètres du plancher. Il se leva. « Mais, ma parole, c'est l'inspecteur Sharp. Vous avez changé de division ? J'ai été muté il y a 2 ans. Vous vous souvenez de l'affaire de Craig Hill ? Je pense bien. Ce n'est pas d'hier. Mais vous êtes toujours jeune, inspecteur. Je le suis moins qu'autrefois. Tandis que moi, maintenant, je suis vieux. Hélas. » Poirot soupira. « Vieux, monsieur Poirot, mais toujours actif, on dirait. » « Qu'est-ce que vous voulez insinuer ? » ?»« J'aimerais savoir, monsieur Poirot, pourquoi vous êtes venu ici, l'autre soir, faire une causerie sur la criminologie. » Poirot sourit. « C'est tout simple. Il se trouve que Mrs. Hubbard est la sœur de Miss Lemon, ma précieuse secrétaire. Aussi, lorsque cette dame m'a demandé... » « Lorsqu'elle vous a demandé d'enquêter sur ce qui se passait ici, vous vous êtes empressé d'accourir. C'est bien ça ? » ?»« C'est bien ça. » « Mais ce que je voudrais savoir, c'est en quoi l'affaire pouvait vous intéresser. » »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Une gosse, plus ou moins cinglée, qui commet de petits vols sans importance, ça arrive tous les jours. Ce n'est pas une enquête pour vous, ça, monsieur Poirot. » Poirot secoua la tête. « Les choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. »« Ah, et en quoi ne sont-elles pas simples ? » Poirot s'assit dans un fauteuil et, d'un geste délicat de la main, épousseta la poussière qui maculait les genoux de son pantalon. « Je voudrais bien le savoir, » dit-il sans détour. Sharp fronça le sourcil. « Je ne comprends pas. »« Moi non plus. Ces vols, je n'arrive pas à saisir ce qu'ils signifient. Ils ne forment pas un tout cohérent. Ils me font songer à des empreintes de pas qui n'auraient pas toutes été laissées par la même personne. J'en reconnais qui appartiennent indiscutablement à une jeune fille, dont je dirais, pour reprendre votre expression, qu'elle est, ou plutôt qu'elle était, plus ou moins cinglée. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'elle. On aurait vraisemblablement voulu qu'on les prît pour les siennes, qu'on les attribuât à Célia Austin, mais ce n'est pas possible. Je pense notamment à certains vols qui semblent inexplicables, parce que rien ne les justifie, et à d'autres qui, ceux-là, laissent deviner un calcul et révèlent une évidente méchanceté. Or, Célia n'était pas méchante. C'était une kleptomane ? J'en doute.
Une simple voleuse, alors. Pas au sens où vous l'entendez. Pour moi, tous ces petits larcins, elle ne les a commis que pour attirer sur elle l'attention d'un certain jeune homme. Colin MacNab. Exactement. Elle l'adorait, et il ne la voyait même pas. Alors, pour l'amener à s'occuper d'elle, elle a joué un rôle, celui d'une jeune fille que ses mauvais instincts, même, rendent intéressante. La réussite a été totale. Il est tombé follement amoureux d'elle. Il est donc complètement idiot. Pas du tout, c'est un psychiatre très distingué. L'inspecteur grimaça de façon très significative. Vous m'en direz tant. Elle était forte, la fille. Étonnamment. Rêveur, Poirot répéta le mot. L'inspecteur Sharp dressa l'oreille. Pourquoi étonnamment, monsieur Poirot? Parce que je me demande si cette idée-là ne lui a pas été soufflée par quelqu'un. Dans quelle intention? Est-ce que je sais? Pour lui rendre service, peut-être. Par intérêt? Je ne sais pas. Et ce quelqu'un, vous voyez qui ce pourrait être? Non, à moins que... Mais non. Notez, reprit Sharp, que je ne comprends toujours pas. Si c'est par amour qu'elle a joué les kleptomanes, et si celui qu'elle aimait a donné dans le panneau, pourquoi diable s'est-elle tuée? Réponse, elle n'aurait pas dû se tuer. Les deux hommes se regardèrent. « Vous êtes sûr qu'il s'agit d'un suicide ?» demanda Poirot. « C'est l'évidence, monsieur Poirot. Il n'y a pas de raison de croire autre chose et... » L'inspecteur n'acheva pas sa phrase. Mrs. Hubbard entrait dans la pièce. Elle était très rouge. « J'ai trouvé !» s'écria-t-elle avec l'accent du triomphe. « Bonjour, monsieur Poirot. J'ai trouvé, inspecteur. Ça m'est revenu tout à coup. Je parle de ce billet que Célia m'aurait laissé. Je sais maintenant pourquoi il me paraissait bizarre. Célia ne l'a pas écrit au moment de mourir. »« Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Mrs. Hubbard ?»« L'encre. Il est écrit à l'encre ordinaire, à l'encre bleu-noir. Or, devant moi, hier matin, Célia a rempli son stylo avec de l'encre verte, prise dans l'encrier que vous voyez là-bas, sur ce rayon. » Sans un mot, l'inspecteur Sharp sortit. Il revint un instant plus tard. « Vous avez raison, Mrs. Hubbard. J'ai vérifié. Il n'y avait qu'un stylo dans la chambre de Miss Austen, celui qui était sur sa table de chevet, et il contient bien de l'encre verte. Voyons ce flacon. » Mrs. Hubbard lui remit la bouteille d'encre, qui était presque vide, et lui raconta la scène qui avait eu lieu la veille au petit déjeuner. « Je suis sûre, conclut-elle, que ce billet est un fragment de la lettre que Célia m'avait écrite hier matin et que je n'ai pas ouverte. »« Et cette lettre, qu'en avait-elle fait? Vous ne vous en souvenez pas ?» Mrs. Hubbard secoua la tête. « Non, je suis sortie de la pièce avant Célia, et je suppose qu'elle l'aura laissée traîner quelque part et oubliée. »« Quelqu'un l'aura trouvée ouverte ?» Sharp se tut. « Vous vous rendez compte, reprit-il presque aussitôt, de ce que cela signifie. Ce billet, j'aurais dû, moi aussi, le trouver suspect, car, du papier, elle en avait dans sa chambre, et pour écrire quelques lignes d'adieu avant de se donner la mort, elle aurait certainement choisi une feuille de papier correcte. Donc, Mrs. Hubbard, vous avez certainement raison. Quelqu'un a vu la possibilité de donner au début de cette lettre, qui vous était adressée, un sens tout différent de celui qu'elle avait, et cela à seule fin de faire croire à un suicide, ce qui signifie que nous sommes en présence. » Ce fut Poirot qui acheva la phrase laissée en suspens par l'inspecteur. « D'un meurtre, dit-il simplement.